8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Bruno Tertrais. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tout à la fois directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne et auteur de La guerre des mondes. C'est aux éditions de l'Observatoire. Une guerre justement en ce moment au Proche-Orient, pour le coup, avec ces dernières déclarations du ministre de la Défense israélien, qui dit que les troupes israéliennes sont au cœur de Gazaville. Je ne vais pas vous interroger sur l'aspect strictement militaire, mais sur l'aspect stratégique. Est-ce qu'Israël avance, de votre point de vue, dans la bonne direction? Est-ce qu'elle se dirige vers un succès? Je réserve mon jugement sur la stratégie israélienne. Je pense que les experts que nous sommes n'ont pas toujours suffisamment de données, d'informations pour porter un jugement définitif sur ce que fait Israël. On a bien sûr une idée de la stratégie d'ensemble, savoir s'ils vont trop lentement, trop vite, s'ils utilisent trop de bombes ou pas assez, qu'est-ce qu'ils veulent. Enfin, moi, ça me paraît, je trouve qu'on assène trop de certitudes sur ce qu'est en train de faire Israël. On en a une, c'est le discours. Le discours de Benjamin Netanyahou, sa dernière phrase, c'est « Ni cessez-le-feu, ni carburant à Gaza sans la libération des otages ». Je rappelle qu'en début de semaine, dans le cadre d'un entretien avec Joe Biden, il avait évoqué lui-même l'idée de pause tactique ici et là, éventuellement pour des facilitations humanitaires. Est-ce que les États-Unis sont écoutés, entendus par Israël? Un mot sur le vocabulaire, il est important. Oui. La trêve, la pause, le cessez-le-feu, ce sont des choses différentes. Quand on parle de cessez-le-feu, quand M. Netanyahou parle de cessez-le-feu... Et qu'il le refuse. Ça veut dire faire taire les armes de manière durable. Quand on parle de pause humanitaire ou de trêve humanitaire, ce qui est le langage utilisé par nombre d'alliés d'Israël et de pays amis tels que la France, et aussi de pays qui sont tout simplement inquiets de la situation humanitaire à Gaza, on dit, attendez, c'est une pause de quelques heures, quelques jours, qui peut se répéter pour pouvoir permettre en sécurité l'approvisionnement de la bande de Gaza. Ce sont deux choses différentes. Merci. Quand les Israéliens disent pas de cessez-le-feu, ça veut dire nous n'arrêterons pas les opérations. De ce point de vue-là, les Américains disent pareil. Ils ne demandent pas de cessez-le-feu Israël, ils demandent des pauses à visée humanitaire. Exactement. Et le langage de la diplomatie française consiste à dire, en gros, il faut qu'il y ait une pause humanitaire qui devrait déboucher sur un cessez-le-feu durable. Donc, vous voyez, dans une temporalité indéfinie. Oui, et là on est un peu sur une ligne de crête. Est-ce que les États-Unis peuvent influencer Israël? Oui, dans une certaine mesure, c'est à peu près le seul pays que M. Netanyahou veut bien écouter. Ça ne veut pas dire qu'il suffit que l'Amérique claque des doigts pour que Israël, surtout dans une situation comme celle-là, fasse quelque chose. C'est totalement faux. Il y a une limite à ce que même Joe Biden, qui est pourtant considéré comme un ami d'Israël, peut faire vis-à-vis de M. Netanyahou. Ce qui est certain, c'est que la pression occidentale sur ce gouvernement pour, non pas un cessez-le-feu, mais des pauses humanitaires, commence à être extrêmement forte. Il y a également cette pression américaine sur la question de la réoccupation de Gaza. Washington, hier soir, dit « Nous sommes hostiles à une réoccupation de Gaza ». C'est une manière de répondre, encore une fois, des déclarations de Benjamin Netanyahou, qui en début de semaine disait il y aura une responsabilité globale de la sécurité qui devrait être assurée par Israël pour une durée indéterminée, une fois la guerre avec le Hamas. Je ne crois pas un instant à la réoccupation de Gaza. D'ailleurs, le vocabulaire employé par Benjamin Netanyahou n'est pas celui de l'occupation. Il peut même être interprété comme étant tout simplement la continuation de ce qui se passait depuis que Israël a décidé, avec l'Égypte, d'instaurer un contrôle strict des frontières terrestres et de l'espace aérien et les frontières maritimes, ce que certains appellent un blocus, mais qui à mon avis est un terme un petit peu excessif. Donc, à minima, Israël continuera à contrôler de manière extrêmement stricte ces frontières et cet espace aérien. Pour l'instant, M. Netanyahou n'en dit pas beaucoup plus. Non, et d'ailleurs, son ministre des Affaires stratégiques dit pas de réoccupation. Alors voilà, confirme ce que vous dites. Il semble y avoir une clarification qui confirme effectivement ce que je vous disais à l'instant. Les Israéliens n'ont absolument pas envie de se charger de nouveau de Gaza, qui était considéré comme un fardeau. C'est la raison pour laquelle Ariel Sharon avait retiré toute présence israélienne de Gaza en 2005. Alors, quel est le scénario qui vous paraît le plus, je ne sais pas si l'adjectif serait souhaitable, ou disons réaliste, sur le statut futur de Gaza? Un retour à ce que l'on connaissait avant les attaques du 7 octobre, une administration sous une autorité palestinienne à redéfinir, une administration internationale. Certains évoquent aussi l'idée que l'ONU pourrait administrer la bande de Gaza. Qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui est réaliste? D'abord, je pense que cette guerre sera transformatrice pour le Proche-Orient, comme la guerre d'Ukraine va être transformatrice pour la partie orientale de l'Europe. Donc on ne reviendra pas, premier point, à la situation antérieure. Quelque chose va se passer. Quoi exactement, je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas
à envisager maintenant des solutions durables. C'est pour dans plusieurs mois. À mon avis, les opérations dites de nettoyage qui ont commencé à Gaza City, elles vont durer certainement des semaines, avec la prudence nécessaire, bien sûr, pour ne pas mettre en danger autant que possible la vie des otages, dont on ne sait pas exactement où ils sont. Je précise que je ne sais pas ce que c'est Israël sur la localisation des otages. Mais après cette période, on va dire en termes militaires, de nettoyage, il y aura une réflexion, enfin il y a déjà, mais il y aura de plus en plus une réflexion sur quel statut futur pour Gaza. Gaza fait officiellement partie du territoire administré par l'autorité palestinienne et par le Fatah. Donc idéalement, il faudrait remettre ce territoire, non plus sous la coupe du Hamas, mais sous l'administration qui est l'administration légitime de l'autorité palestinienne. Le problème, c'est qu'on a une administration palestinienne qui n'est pas très efficace, qui est plutôt corrompue et qui est dirigée par un homme qui aurait dû se soumettre au suffrage de ses concitoyens, Mahmoud Abbas, et qui n'est pas, enfin, dont la présence n'est plus légitime. Par ailleurs, il commence à être un petit peu âgé. Donc, le scénario idéal, et c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être un tout petit trou de serrure, un trou de souris par lequel la diplomatie pourrait escompter des résultats positifs pour tout le monde, c'est qu'une autorité palestinienne rénovée, avec non pas le concours, mais au moins l'approbation d'Israël, pourrait reprendre le contrôle de la bande de Gaza. Voilà le scénario principal. On n'y est pas. Il peut se passer encore beaucoup de choses dans les semaines qui viennent. Qui a les moyens d'influer sur ce scénario-là ? On parlait des discours internationaux sur le plan humanitaire, les États-Unis, la France, qui évoquent par exemple l'idée de la pause. Il y a des puissances régionales. Est-ce que l'une d'entre elles a la capacité de pouvoir guider, aiguiller la reprise de contrôle par l'autorité palestinienne, par ses financements, par son poids politique ? Bien sûr. Alors, d'abord, il y a une institution dont je n'ai pas parlé, vous l'aviez évoqué, c'est l'ONU. Mais l'ONU n'est que le fruit de ce que décident ses membres. Donc, le fait que l'ONU soit déjà présente à Gaza sous la forme d'une institution exorbitante du droit commun, l'UNRWA, c'est quand même une institution très particulière. C'est la seule agence de l'ONU qui s'occupe des réfugiés, mais qui considère que est réfugié tout descendant de réfugiés. C'est quelque chose d'assez unique dans le système de l'ONU. Mais ce n'est pas l'UNRWA qui va toute seule gérer la bande de Gaza. C'était juste pour rappeler que l'ONU est déjà présente et que si l'ONU fait quelque chose ensuite, ça sera parce que les États membres l'ont décidé. J'imagine assez mal une administration de l'ensemble du territoire par l'ONU, parce qu'encore une fois, il y a déjà une autorité légitime qui est l'autorité palestinienne, avec ce parti principal qui est... Mais pas l'autorité effective, qui est le Fatah. Pour répondre à votre question, bien sûr, il faudrait que les principaux pays arabes qui s'intéressent directement à la situation matérielle de Gaza et qui ont souvent soutenu les Palestiniens sur cette terre, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar en particulier, soient d'accord, soient partie prenante à cette réorganisation de l'administration de Gaza. Le pays dont beaucoup d'autres ne veulent pas, c'est bien sûr l'Iran. Et je ne pense pas que l'Iran soit le bienvenu s'il propose de participer directement au financement de cette nouvelle administration. Est-ce que cet apaisement, ou cette réflexion en tout cas sur la suite, même si vous avez rappelé il y a quelques instants que ça prendra au moins plusieurs mois, elle peut se faire quand on voit la stratégie de communication du Hamas, quand on entend dire il y a 10 000 morts civils. C'est un chiffre absolument invérifiable pour les observateurs que nous sommes. Il y a quand même des opinions publiques arabo-musulmanes qui entendent ce discours, voire des dirigeants du monde arabo-musulman. Quelles répercussions ça peut avoir ? Est-ce que c'est là, de votre point de vue, que peut se nicher le risque d'embrasement, de contagion qu'on redoute depuis plusieurs semaines ? Vous savez, depuis 30 ans, même depuis plus longtemps, à chaque fois qu'il y a un conflit dans la région, on craint l'embrasement de la fameuse rue arabe. À tort ? Je crois qu'on a trop souvent exagéré les risques de déstabilisation politique intérieure ou internationale causés par une opinion publique enflammée. Bien souvent, les gouvernements de la région, qui sont souvent des pays autoritaires, ont une possibilité de calmer le jeu, parce que ça les arrange bien que leurs opinions se saisissent de la cause palestinienne. C'est une sorte de canalisation de la contestation populaire. Ils savent aussi que si on laisse manifester les gens trop longtemps et trop intensément, ça peut se retourner contre ces mêmes gouvernements. Donc je ne crois pas, pour faire simple, au risque d'embrasement du simple fait du terrible bilan humain que vous mentionnez, qu'on ne peut pas vérifier, mais j'allais dire, on ne va pas dire peu importe, parce que 2000 morts dans un sens ou dans un autre, ça compte énormément, bien sûr. Mais j'allais dire,
peu importe du point de vue politique si on en est à 2000 morts ou 15 000 morts. Ça ne change pas fondamentalement la donne politique et la manière dont les opinions de la région, et les opinions occidentales d'ailleurs, réagissent sur cette question. On mentionnait l'Iran ensemble il y a un instant, mais il y a un acteur dont on n'a pas parlé, c'est le Hezbollah, dont Benjamin Netanyahou a reparlé hier en disant « le Hezbollah ferait l'erreur de sa vie s'il se joint à la guerre ». À votre avis, pourquoi est-ce qu'il le dit maintenant? Qu'est-ce que le Hezbollah vient faire dans cette histoire maintenant? Parce que le Hezbollah est par essence concerné dès qu'il y a une crise qui concerne Israël. Je crois qui est pourtant resté à distance jusqu'ici. Le Hezbollah n'est pas totalement resté à distance. Disons que le Hezbollah et son parrain principal, l'Iran, n'ont pas manifesté une volonté d'escalader le conflit et de procéder justement à ce que vous appelez l'embrasement. Il y a eu bien sûr les tirs que nous connaissons depuis le sud du Liban sur le nord d'Israël, des tirs souvent assez sévères, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on en parle un petit peu moins, mais les tirs de roquettes et de fusées du Hamas ainsi que du Hezbollah, et parfois du djihad islamique palestinien, dont on parle moins, mais qui est moins important, ça continue quasiment tous les jours. Il faut quand même voir qu'une des raisons pour lesquelles on a une administration israélienne aussi motivée, c'est que la population israélienne est derrière ce gouvernement, parce que quasiment tous les jours, ce sont encore des pluies de missiles et de roquettes qui s'abattent sur les villes et les villages d'Israël. Et là, de manière totalement indiscriminée. Ce n'est pas du tout des bases militaires israéliennes qui sont visées. Donc la détermination israélienne, elle s'explique aussi par cette continuation de l'offensive d'un Hamas qui n'est pas encore, qui est très loin d'être anéanti. Alors je reviens au Hezbollah. On a vu avec le discours d'Hassan Nasrallah la semaine dernière qu'il ne souhaitait pas très clairement s'engager dans la bataille. Le message qui a été envoyé par Benjamin Netanyahou, c'est un message de dissuasion, et je pense qu'Hassan Nasrallah le comprend. Pourquoi? Parce qu'en 2006, il avait été trop loin. En 2006, il attaque Israël, il y avait l'enlèvement de soldats, il y a eu une guerre au nord, et la riposte israélienne a été beaucoup plus forte que ce qu'avait anticipé le Hezbollah. Hassan Nasrallah l'a dit d'ailleurs lui-même. Et ça se passe très souvent finalement quand les adversaires des pays tels qu'Israël, mais aussi d'autres pays occidentaux, décident de frapper l'Occident, ils sous-estiment souvent l'ampleur de la riposte. Ils sous-estiment souvent la détermination des sociétés démocratiques à se défendre. Vous savez, je me souviens aussi de Ben Laden après le 11 septembre 2001, disant « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin ». Peut-être que le Hamas a mal calculé. Il est possible que le Hamas, qui n'est probablement pas suicidaire en tant que mouvement, et puis ses dirigeants, on le sait, sont bien au chaud dans les hôtels qataris. Mais il est possible qu'il ait mal calculé et ne s'attendait pas à ce que la réaction israélienne aille jusqu'à une volonté d'éradication de ce mouvement, en tout cas dans sa capacité militaire. Vous venez de dire quelque chose qui, me semble-t-il, fait écho aussi à votre livre. Je rappelais La guerre des mondes et la notion de démocratie. À votre place hier également, le général Dominique Trinquant disait que de son point de vue, on est arrivé à la fin d'une ère d'extension de la démocratie, parfois par les armes, parfois imposée de l'extérieur, et qu'on était entré dans une ère de défense de nos démocraties, de la démocratie. Vous employez le terme de guerre des mondes. Alors, est-ce que c'est une forme de nouveau clivage international? Oui, d'abord, je rappelle quand même que l'extension de la démocratie par la force, ça n'arrive quasiment jamais. Oui. L'Irak a été une exception plutôt qu'une règle. Ce qu'on constate, c'est que la période d'extension de l'espace démocratique connaît une pause. Certains disent un recul. Je pense que quand on voit, mais j'essaie de regarder les statistiques de manière extrêmement précise, c'est mon métier, je pense qu'il vaut mieux parler de pause plutôt que de recul dramatique à l'échelle mondiale depuis quelques années. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que c'est pas les démocraties contre les autocraties, c'est pas des blocs, mais on peut dire qu'il y a une famille d'États plutôt démocratiques et plutôt libéraux, des démocraties certes très imparfaites, qui est aujourd'hui effectivement un petit peu sur la défensive face à ce que j'appelle le revanchisme des 4 néo-empires que sont la Russie, la Chine, l'Iran, mais aussi la Turquie, même si la Turquie est un allié, et on les voit dans ce conflit du Proche-Orient. Quelque part aussi, c'est un État démocratique, Israël, qui se défend
contre une organisation para-étatique quasiment fasciste. Il faut se souvenir de la manière dont le Hamas gouverne à Gaza. Donc, il y a quelque chose de vrai dans l'idée de dire l'espace démocratique et libéral mondial, avec toutes ses imperfections, est plutôt sur la défensive. Donc je partage ce constat, même si je le déroule de manière un petit peu différente dans le livre. Je voudrais avoir votre regard également sur les répercussions chez nous. Quand je dis chez nous, c'est dans nos pays occidentaux. Aux États-Unis, on a vu, en particulier dans les universités, des agitations sans précédent. En France, on enregistre notamment des actes antisémites en nombre très important ce dernier mois, depuis les attentats du Hamas. Plus d'1 millier d'actes enregistrés. Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher, les présidents de l'Assemblée du Sénat, appellent à une marche dimanche. Est-ce que nous sommes, nous en France, de votre point de vue, particulièrement touchés par exemple par cette flambée antisémite? Ou est-ce qu'en réalité tous les pays occidentaux sont logés à la même enseigne? Cette guerre est un grand révélateur du fait que l'antisémitisme que l'on croyait plutôt, non pas en déclin, mais en tout cas être un problème moins important pour les sociétés occidentales qu'il ne l'était il y a 50 ans, par exemple. En fait, le feu couvait encore sous la braise. La France a une particularité. Elle est à la fois l'une des plus importantes communautés juives des pays occidentaux et l'une des plus importantes communautés arabes et ou musulmanes des pays occidentaux. À cette aune-là, on peut dire que finalement, le phénomène reste plutôt contenu, y compris parce que nous avons une législation qui nous permet plus facilement que dans d'autres pays d'interdire tel ou tel type de manifestation. Il reste qu'il est extrêmement troublant de voir l'ampleur de la vague d'actes antisémites et surtout extrêmement troublant de voir qu'elle est en partie, je dis bien en partie seulement, manipulée par d'autres acteurs extérieurs. On sait maintenant que la série de croix gammées que l'on a vue sur certains immeubles parisiens depuis 2 semaines... D'étoiles juives bleues en particulier. Pardon, excusez-moi. Oui, pardon, je fais une inversion troublante. C'est quelque chose qui a été délibérément agité, encouragé, peut-être même payé par des acteurs russes. Et ça, j'allais dire que ça valide totalement la thèse de ceux qui disent que la Russie est un pays opportuniste qui ne rate jamais une occasion s'il y a qui cherche la déstabilisation. Et qui cherche à déstabiliser de manière très opportuniste. C'est ça qui est intéressant. On me dit, je ne pense pas que la Russie avait prévu l'attaque du 7 octobre et la réaction israélienne. Mais là, dès qu'il y a un espace, la Russie s'y engouffre. Ça prouve bien que la Russie, comme la Chine d'ailleurs à sa manière, que la Russie cherche à déstabiliser les sociétés occidentales, comme elle l'avait fait en France, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes, comme elle avait commencé à le faire pour remonter dans le temps à propos de la manif pour tous. C'était le premier moment. Il y a des tentatives d'ingérence sur le débat national. Ouais. La Russie met de l'huile sur le feu de nos débats démocratiques pour les enflammer et pour nous affaiblir et pour nous diviser. Je rappelle que, par exemple, il est quand même utile de le rappeler, pendant la crise des Gilets jaunes, la chaîne la plus populaire en France, c'était RT, Russia Today à l'époque. La plus populaire, pas en audience, mais effectivement qui suscitait l'intérêt et la curiosité à ce moment-là, parce que c'était vraiment d'émergence. Une question sur ce que vous venez de dire, Bruno Tertrais. Il y a la conviction visiblement de responsables russes qu'ils vont aussi réussir à faire douter les capitales européennes et occidentales, américaines pour le dire simplement, que le soutien à l'Ukraine va s'émousser et qu'in fine, à défaut d'une victoire éclatante sur le plan militaire, la victoire viendra de l'effondrement du soutien à l'Ukraine. Il y a d'ailleurs un débat sémantique en Ukraine ces derniers jours pour savoir si, oui ou non, l'Ukraine est dans une impasse. Quelle analyse vous faites de la situation? L'Ukraine est-elle réellement dans cette impasse et menacée par une Russie qui serait en dynamique? Vous savez, on a toujours envie de porter des conclusions définitives sur l'état d'un conflit, impasse, engrenage, enlisement, sont toujours les mots qu'on entend quand il ne se passe pas... quand la dynamique n'est pas claire pour l'un ou pour l'autre. C'est très clair. Nous sommes dans une période, j'allais dire, non pas d'immobilisme total, mais en tout cas dans laquelle il ne se passe pas grand-chose sur le terrain. Je rappelle tout de même que il y a eu des opérations très significatives de la part de l'Ukraine en mer Noire et sur la flotte russe et sur les bases en Crimée. Avec un important navire russe qui a été détruit. Mais c'est vrai que du point de vue territorial, il ne se passe plus grand-chose. Mais donc vous ne faites pas partie de ceux qui sont désespérés par la situation de l'Ukraine et se disent de toute façon... Il ne fallait ni être
excessivement enthousiaste quand les Ukrainiens avançaient vers Kherson, il ne faut pas être aujourd'hui excessivement pessimiste parce qu'il ne se passe pas grand-chose. Le problème, et c'est vrai que vous avez raison de le souligner, la Russie espère que ça va continuer à se passer comme ça, c'est que si l'Ukraine ne fait pas des progrès significatifs, le soutien des opinions et donc des parlements, y compris notamment le Congrès des États-Unis, vont commencer à être moins allants sur leur soutien. Et donc le risque, c'est d'un enchaînement négatif, à savoir que ça n'avance pas, du coup on est moins enclin à aider l'Ukraine, du coup l'Ukraine est encore moins capable d'avancer, etc., etc. Alors, je ne suis pas aussi pessimiste que cela, et l'histoire des guerres nous enseigne que des choses peuvent changer très vite. Donc, je n'emploierai pas de mots aussi forts que ceux que vous avez employés. Il reste que nous avons tous un horizon. Cet horizon, c'est dans exactement un an. La présidentielle américaine. C'est l'élection de Donald Trump. Et quand on voit la manière... L'élection de Donald Trump, pour vous, c'est fait déjà. Non, mais... le lapsus est là. Là encore, la plus troublante. Je fais partie des gens qui disent, écoutez, malheureusement, ça peut nous paraître troublant, nous, Européens, mais ce scénario est extrêmement possible. Je ne dirais pas encore probable, mais ça, c'est quand même un mur vers lequel, pour l'instant, nous avançons. Merci Bruno Tertrais d'avoir été sur le plateau de LCI ce matin. Votre ouvrage « La guerre des mondes » aux éditions de l'Observatoire.